le président iranien a déjà affirmé que son pays ne cherchait pas à avoir la bombe nucléaire, mais qu'il ne renonçait pas à l'enrichissement d'uranium. Or, on sait qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur ces questions depuis de nombreuses années déjà. Oui, et puis il y a également le guide suprême qui a annoncé que, en fait, l'objectif d'éliminer Israël de la carte restait un Ah objectif. oui, Donc, en fait, ça l'est ils depuis n'ont très pas, longtemps. voilà, ils n'ont pas vraiment changé. Mais pour J.D. Vance, c'est vraiment très important de dire que tout va bien et que tout est en train de s'arranger parce que Hum. Donald Trump a déclaré que Eh oui. cette affaire est entre les mains de J.D. Vance. C'est lui qui a voulu cet accord et c'est lui qui serait responsable en cas d'échec de l'accord. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas de la guerre, hein, J.D. Vance, on Justement. se souvient. Justement, mais du coup, Trump met la pression sur J.D. Vance dans cette affaire, Mm. et c'est pas dit que l'affaire réussisse. Mais il y a une chose, c'est que les 60 jours dont on parle Mm. beaucoup, qui Mm. est cette fenêtre de négociation, elle est renouvelable. Donc en fait, elle pourrait être renouvelée, puis renouvelée, puis renouvelée. Donc tout va dépendre aussi de ce qui va se passer au Liban, puisque les Iraniens ont dit que en fait, ce qui se passe au Liban va conditionner le reste. Donc, ils veulent un cessez-le-feu pour sauver le Hezbollah. Parce qu'en ce moment même, là où on se parle, le Hezbollah va très très mal. Il y a un endroit qui s'appelle Tel Taher au Liban, qui est une colline stratégique et décisive dans l'avancée des Israéliens, où les Israéliens, en ce moment même, ont pris et ont encerclé 280 membres du Hezbollah qui sont en train de négocier leur reddition. Mm. Donc, en fait, les Iraniens veulent vraiment sauver le Hezbollah de ce côté-là. Et par contre, Trump a encore répété aujourd'hui quelque chose qui serait un désastre pour les Libanais. Ouais. Ça serait l'entrée de Joulani, donc le président autoproclamé Mm. de Syrie, au Liban. Et là, les Libanais ne veulent pas du tout en entendre Ah parler, oui. parce que la Syrie qui rentre au Liban, ça veut Eh dire oui. qu'elle est là pour rester, vous voyez. Alexandre Malafaille, Oui, votre regard. une réaction d'abord sur la déclaration de J.D. Vance qui parle de tendre la main au peuple iranien. Pour l'instant, c'est plutôt tendre la main au régime iranien. Absolument. Ça, c'est quand même quelque part un point qui me choque, d'autant plus que si on Ouais. fait un petit voyage en arrière dans le temps, on se souvient quand même des déclarations de Donald Trump qui disait au peuple iranien « nous arrivons ». Voilà, et on a vu malheureusement la suite et les Un dizaines de régime qui millions de s'est morts. durci. Hein. Absolument, un régime qui est un peu moins religieux, semble-t-il, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, mais ça on verra plus tard, mais pour l'instant qui n'a pas l'air d'être moins ferme. Et c'est ça le sujet, Mm. c'est qu'en fait on a un régime qui n'a pas changé de nature, qui est peut-être un peu moins religieux, mais qui est toujours aussi féroce, qui tiendra son Moins pays... clérical, disons. Pardon ? Moins clérical, parce que l'idéologie, elle est Oui, restée la même. mais voilà, mais la fermeté, la Absolument, brutalité absolument. pour rester aux affaires va continuer à sévir, ça c'est à peu près certain. Les buts de l'Iran, pas les buts de guerre, mais les buts in fine, vous le rappeliez, c'est entre autres la destruction de l'État d'Israël. Donc je ne vois pas comment, dans de telles conditions, on peut ne pas penser que la guerre reviendra. Elle reviendra dans quelques semaines, quelques mois, et le malheur de cette situation, je le crains, et ça me fait beaucoup de peine, parce que je pense que comme beaucoup d'entre nous, on a à un moment donné vraiment espéré que les choses évolueraient d'une autre façon, mais c'est vrai que là, l'équation de négociation paraît quand même compliquée, et les Iraniens vont se servir de la séquence pour tirer de plus en plus sur la corde, d'autant plus que plus on va se rapprocher des mi-termes, plus il sera difficile pour les Américains de se réengager, surtout pour Donald Trump, de se réengager dans une offensive militaire. Ils ont les moyens de remettre en effet l'Iran en difficulté s'ils tapent, mais là maintenant les frontières maritimes sont de nouveau ouvertes, on peut de nouveau vendre du pétrole, tout ça fait que l'Iran va petit à petit se refaire une santé financière, reprendre la main sur le contrôle du pays de manière beaucoup plus globale, et la suite des opérations paraît effectivement plutôt en leur avantage. Après il y a un envers du décor, on le sait tous, il se passe peut-être des choses qu'on ne sait pas, et peut-être qu'à la fin on aura une bonne surprise. C'est pour ça que malgré tout il faut éviter de Quelle pourrait condamner... être la bonne surprise? La bonne surprise, c'est que les Iraniens ne sont pas non plus en très bonne posture, même si la négociation paraît plus à leur avantage qu'autre chose et que le temps joue en leur faveur, avec le calendrier électoral américain. Mais en même temps, ils sont en très grande difficulté économique. Ils vont avoir un besoin impératif de beaucoup de soutien, et les Américains vont jouer un rôle déterminant. Donc il est possible que malgré tout, le régime finisse par évoluer, qu'on arrive à quelque chose. Ils ne peuvent pas forcément gagner sur 100%. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner in fine. Et je pense que malgré tout, tant qu'ils n'auront pas renoncé à détruire Israël, vous avez le risque inhérent de que ça revienne, quoi qu'il arrive. Je ne vois pas comment l'Israël, de toute façon, restera en l'état comme ça. C'est pas possible. Michel Fayet. Ah oui, et puis Oui. en plus de cela, il y a le fait que le Hezbollah a développé des drones capables de frapper le nord d'Israël et d'empêcher la population israélienne de rentrer chez elle. On parle d'1 million de personnes. Et cela, quel que soit où se trouve le Hezbollah, c'est-à-dire qu'il se trouve au nord ou au sud du Litanie, il est capable d'envoyer ses drones pour frapper le nord d'Israël. Donc, pour les Israéliens, c'est inacceptable qu'un Hezbollah en l'état reste
aussi fort et aussi puissant donc de l'autre côté de la frontière. Messieurs, 20h37, l'actualité nationale, c'est évidemment cette canicule. Pas grand-chose à dire, à part que la France suffoque. Il n'empêche, 845 écoles quand même et collèges fermés demain en France, ou alors qui proposent un accueil minimal. 45 départements, 49 même seront en vigilance rouge. Le PDG de la SNCF qui déconseille de prendre le train. Je vous propose d'écouter Jean Castex. J'ai compris, comme vous, que les températures risquaient encore d'augmenter en ce début de semaine. Ça me donne aussi, en relais des pouvoirs publics, l'occasion de dire que les personnes les plus vulnérables, dans le contexte que nous connaissons et avec les risques potentiels d'incidence sur le réseau ferroviaire, on leur recommande de décaler leur voyage, ou en tout cas d'éviter, pendant cette période caniculaire, de prendre le train, parce que c'est aussi une façon de les protéger en amont. Voilà, donc on est là, on va faire face, collectivement. On va faire face. Alors c'est vrai, quand il y a la neige, c'est voilà, tout est bloqué, et quand il y a la canicule, tout est bloqué aussi. Je ne sais pas trop comment interpréter ça, Alexandre Malafaille. On ne va pas être trop critique, mais quand même. Non, mais on a toujours l'impression que la France est bloquée quand il y a des conditions météo extrêmes. Cela dit, il y a des effets mécaniques directs sur l'ensemble des équipements, notamment les trains, les rails, les routes. Donc tout ça est soumis à forte tension. Donc ça a forcément un impact. Écoutez, on ne peut pas ne pas quand même voir venir depuis un certain nombre d'années le réchauffement climatique. On ne peut pas ne pas considérer que année après année, vous avez des séquences d'épisodes très chauds qui se rapprochent. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec ça ? Alors là, le débat actuel qui enflamme apparemment la sphère politique, c'est que globalement à droite, on est plutôt favorable à la clim, et à gauche, on n'est pas favorable à la clim. Voilà, sauf que on a des infrastructures, des bâtiments qui ont été conçus et ça va être très difficile de les équiper. Vous pensez que toute la gauche française n'a pas de clim chez elle, c'est ça? Mais bien sûr que non, mais c'est là où on est dans la plus grande des hypocrisies, évidemment. Mais il faut se souvenir quand même de Ségolène Royal qui disait, lorsqu'elle était aux affaires, on va quand même pas climatiser pour 15 jours par an, quoi, en parlant des transports en commun. Il faut se mettre à la place de tous nos compatriotes qui prennent en province comme à Paris des bus, des métros, des rames, des trams, etc. qui sont surchauffés. La vie au quotidien est très difficile. Oui, puis là, il y a eu 15 000 morts quand même en 2003. Et on a un retard considérable d'adaptation à ces enjeux-là. Vous prenez une ville comme Paris, on a étonnamment bétonisé ces dernières années, alors qu'on a même, moi j'habite dans le 15e, j'ai pu constater que sur certaines rues qui ont été refaites, ils ont mis un revêtement noir au sol. C'est-à-dire que je ne comprends pas le sens du revêtement noir. Mais c'est pas très loin du commissariat du 15e, on peut le vérifier tous les jours. Il y a un revêtement noir. Alors, et ils n'ont même pas végétalisé. Alors ça s'appelle une gauche, soi-disant écologique aux affaires. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la façon dont on pense véritablement la transformation des villes. Et là, on a aussi un retard terrible. Il va falloir planter, il va falloir végétaliser. Mais tout ça, évidemment, il aurait fallu l'anticiper il y a déjà 10 ou 15 ans, au lieu de faire des débats hystériques sur est-ce qu'on va arrêter d'artificialiser tel ou tel endroit. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on s'adapte à ce changement climatique et comment on fait face de manière pragmatique. La climatisation, c'est pas la solution absolue, mais c'est quand même une bonne solution pratique. Oui, alors, en tout cas, à court terme, on ne voit pas trop comment on peut arranger la situation pour les plus vulnérables, en effet, que d'utiliser la climatisation. Michel Fayad. On a quand même travaillé notamment à la construction des trains et des rails dans les pays arabes du Golfe. Donc on a la technologie pour faire face aux problèmes climatiques. Donc on pourrait, en 10 ans de macronisme, on aurait pu préparer justement de quoi faire en sorte qu'en ce moment même, les Français puissent aller dans les transports sans problème. Pourquoi on pourrait le faire à Dubaï, à Abu Dhabi ou Doha, mais on ne pourrait pas le faire à Paris? Pour cette raison? Parce qu'on n'a pas les sous, Michel. Non, mais l'argent, on en a par contre pour envoyer en Ukraine, non? En tout cas, Marine Tondelier, elle propose de mettre en place un congé climatique de 5 jours maximum par an pour protéger de la canicule les travailleurs particulièrement exposés. Ça s'inspire manifestement du modèle espagnol qui a adopté le principe d'un congé payé de 4 jours. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier ce matin sur LCI. Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça ne doit pas être soit l'entreprise qui paye parce que, en gros, l'exemple c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent parce qu'on leur dit vous prenez vos congés, mais c'était pour cet été avec mes enfants, non, tu les prends maintenant. Donc nous, on veut que ce soit juste, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique qu'on veut parce que les risques qu'on a assurés en 1945, c'était très bien de le faire, mais en 2026, il y en a d'autres. Et donc on pense que 5 jours par an,
Tout le monde ne les utilisera pas. Notamment, il y a des fonctions qui sont télétravaillables. Bon, bah ça, voilà. Mais il y a des fonctions qui ne le sont pas. Et on voit bien que là, quand il va faire 40 degrés, imaginez sur les toitures en zinc combien il fera. On ne peut pas laisser des gens les travailler sur le toit. Donc, on lance une pétition ce matin qui est sur le site lesécologistes.fr pour dire, bah, demandez-le, voilà. Bon, voilà, pétition. Bon, mais c'est formidable le monde selon Marine Tondelier, mais c'est vrai que moins de productivité, c'est moins d'argent dans les caisses de l'État. Il va falloir la financer pourtant, cette transition écologique. Hein, non, mais c'est toujours pareil. D'abord, il y a deux choses. Il ne faut pas voir le monde de manière totalement binaire. Les entreprises anticipent ce type de problème. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, quand il y a ce type de phénomène climatique, évidemment qu'on n'envoie pas un charpentier, un couvreur en plein après-midi travailler. On organise les horaires, on modifie les plans de travail, on va plutôt se concentrer sur le matin. Voilà. Et puis dans certains cas, on va renoncer à travailler parce que les situations extrêmes font que c'est pas possible. Donc ça, c'est une première réalité. Donc il ne faut pas généraliser de manière un peu en disant voilà, c'est comme ça, c'est pas bien. Non, on fait tous attention. On a tous des équipes quand on a la chance d'être un employeur. On fait tous attention à ce qu'on fait vis-à-vis de ses collaborateurs, à pas les exposer outre mesure. Et après, en effet, qui paye ? Toujours pareil. C'est une très bonne idée, mais on dit c'est pas l'État qui doit payer, c'est pas les entreprises, mais in fine, il va bien falloir une forme de solidarité. Cette solidarité, elle aura bien un coût, et elle va forcément être prise sur la compétitivité nationale. C'est pas possible. Et est-ce qu'on va se retrouver avec des petits bonhommes gris à nos portes ? Risque-t-on l'intervention de la BCE ou pourquoi pas même des hommes du FMI ? C'est vrai que de plus en plus d'experts économiques semblent le penser. Les chiffres sont très mauvais, les taux d'emprunt de la France frôlent les 4%, l'inflation plus de 2% en mai, le taux de chômage plus de 8%, moins 0,5% sur la consommation, donc ça fait moins de rentrées dans les caisses de l'État, avec un déficit qui risque d'atteindre 5,2% en 2026. J'entendais certains me murmurer que les hommes politiques, certains responsables d'une certaine manière, se disaient que ça allait se terminer comme ça et ça leur évitait à eux de prendre des responsabilités, Michel Fayad. Je pense qu'il y en a certains qui souhaitent l'intervention du FMI. Comme ça, ils diront c'est pas nous qui demandons à ce que les Français fassent des efforts, c'est le FMI qui le réclame. Je pense que se laver les mains, pour certains, ce serait assez idéal. Mais c'est aussi un peu, je pense, une des raisons pour lesquelles Bruno Retailleau a adopté un discours très libéral économiquement lors de son dernier discours. Un grand meeting de campagne hier au Parc Floral à Paris. Voilà, donc je pense que c'est un peu assez lié finalement. Mais enfin, clairement, la France doit se réformer en termes économiques. Nos dépenses publiques, en pourcentage, dépassent le pourcentage de l'URSS à l'époque par rapport dans son PIB. On est à 57% et l'URSS était à 54%. Donc c'est pas possible en fait d'être en déficit public chronique avec une dette qui représente aujourd'hui, qui frôle les 120% du PIB, qui est à 3600 milliards d'euros de dette. Enfin, à un moment donné... Vous avez vu que François Bayrou nous explique dans le JDD que c'est un petit peu la faute des Français. Oui. Il explique que les politiques appliquent finalement ce que souhaitent les Français et qu'ils ont une grande part de responsabilité là-dedans. C'est ce que nous explique l'ancien Premier ministre. Oui, c'est un peu facile de se défausser vers les Français parce que très sincèrement, les politiques se font élire en faisant la danse du ventre. Et en expliquant comment on va rendre demain plus beau, plus sympa, plus facile à vivre, comment on va mettre le loisir au centre, comment on va être généreux avec la santé, comment on va prendre en charge tout le monde, et à chaque fois on se rend pas compte que derrière tout ça il faut avoir un modèle économique et qu'on puisse organiser les choses de manière pérenne. Or la pérennité on l'a gérée en envoyant effectivement toujours plus en avant la pelote pour faire rouler la dette. Donc si vous voulez, c'est pas sain de dire ça. Les hommes politiques devraient avoir une attitude responsable, proposer, mais c'est moins séduisant évidemment, mais proposer dans le cadre des élections des mesures, des programmes, des idées, des trajectoires qui sont raisonnables. Mais vous verrez l'élection de 2027, on verra ce que réussira à proposer la droite. Pour l'instant, c'est pas encore très clair, même si Bruno Retailleau dit des choses, mais il n'est pas encore en état de gagner tout seul. On verra donc sur quelle base la droite peut arriver à s'entendre. Mais la gauche, si jamais elle continue comme ça, et comme toujours, la gauche gagnera, si elle gagne, en étant très à gauche. Donc avec des mesures qui seront hystériques. Et donc pour revenir au sujet que vous évoquiez, en fait, les grandes institutions, même que les agences de notation, je pense, vont temporiser
jusqu'à temps que quelque chose sorte des urnes en 2027, qu'on verra de quelle couleur est la fumée, dans quel sens va le vent. Et en fonction de ça, les institutions ne se bougeront pas. Si vous n'avez pas aux affaires entre avril l'année prochaine avec la présidentielle et fin juin les législatives, une organisation politique qui est à peu près stable et qui prend des engagements à la fois pour qu'on respecte la dynamique économique qui a malgré tout des vrais atouts, des vraies vertus. Et la France est un pays qui a beaucoup de chance parce qu'elle est très bien située, parce que les infrastructures, etc. Voilà. Et si à côté de ça, il y a un vrai plan de réforme, les institutions nous accompagneront. Si de fait on fait ce qu'on a fait régulièrement, n'importe quoi, il y aura à un moment donné une intervention de la Banque centrale, du FMI et les agences de notation. Nous sanctionnerons et on paiera encore plus cher notre argent. Michel Fayad. Oui, après, les agences de notation, elles sont américaines. Et c'est pas tant leur intérêt de mal noter la France, parce que mal noter la France... On possède la dette américaine. Hein. Oui, mais aussi parce que mal noter la France, c'est mettre à risque la zone euro. Et si la zone euro est en risque, il y aura un impact également sur les États-Unis. Donc c'est provoquer aussi une déflagration internationale. Je suis pas sûr que les Américains veuillent vraiment faire couler la France, parce qu'ils se mettraient vraiment encore à eux-mêmes à risque. Et je faisais pas de la pub on est assez fort pour la faire couler nous-mêmes, hein, la France. Et je faisais pas de la pub pour Retailleau. Je disais juste qu'en fait, voilà, il a lancé un programme qui est économiquement plus à droite qu'avant, enfin que ce qui a été dit ces dernières années. Mais malheureusement, effectivement, au niveau des élections, les partis politiques, généralement, ne gagnent pas sur une ligne pareille. C'est pour ça qu'un Zemmour a perdu la dernière fois, qu'un Fillon a perdu également. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Ça lui avait été sévèrement reproché. Absolument, c'est pour ça que je la cite. Messieurs, demain, journée aussi importante, puisque Sébastien Lecornu recevra les fameux rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la justice dans cette tragique affaire Liana. Ils seront aussi d'ailleurs rendus publics. Mais déjà, la presse, la Tribune et le Parisien en l'occurrence, ont confirmé des dysfonctionnements et des erreurs individuelles. Il n'y a pas de doute manifestement dans le traitement d'une plainte pour viol sur mineur dont on a beaucoup parlé, la plainte pour Rosa en août 2025 qui visait le suspect Jérôme Barella. Alors pas vraiment de surprise évidemment, mais à un moment donné peut-être qu'il faudra envisager la responsabilité des magistrats qui sont clairement ciblés en l'espèce, Michel Fayad. Ah oui, pour moi, les magistrats, il faut absolument imposer le fait qu'ils soient responsables. C'est pas normal que chacun dans son entreprise est responsable de ses actes, que nous, dans notre vie privée ou autre, on est responsable de nos actes et qu'eux seraient au-dessus de la loi. Non, ils doivent être responsables de leurs actes. Et moi, je pense qu'ils devraient même être responsables de leurs actes de deux manières. La première, d'être des citoyens comme les autres, donc s'ils ont commis des erreurs, d'être jugés pour ça. Et l'autre chose, c'est, je reviens à l'idée de les élire. Moi, je pense que tant qu'on n'élit pas les magistrats, ils vont continuer, certains, d'agir de manière idéologique. Et donc, il faudrait moins politiser. Mais comment faire, effectivement? Mais avec une école de la magistrature qui produit des gens qui sont idéologisés, ça me paraît compliqué. C'est pour ça qu'il faut élire les magistrats. C'est pas merveilleux, c'est pas parfait, mais au moins ça garantirait qu'au moins une moitié ne soit pas de gauche. Alexandre Malafaille. Oui, disons que sur la responsabilité des magistrats, il faut bien distinguer ce qui relève du jugement, qui lui doit être à la libre appréciation du juge. C'est difficile de venir contester un jugement en disant le juge a mal jugé. Enfin, ça s'appelle les procédures d'appel, elles existent et ça peut fonctionner. Ce qui en revanche mérite sanction, et c'est sans doute ce qui sera relevé dans le rapport d'enquête qui sera publié demain, c'est les fautes de procédure, les fautes techniques. Ce qui, à un moment donné, fait qu'un dossier important n'est pas géré avec le zèle, la célérité qui allait bien. Ça, en effet, ça doit être parfaitement traité. Mais après, ce qui relève vraiment de l'appréciation libre du juge, si vous voulez attaquer les juges en responsabilité parce qu'ils ont pris telle ou telle décision et que malheureusement, sa décision a eu tel effet, vous allez totalement stériliser la justice aussi. Et c'est très compliqué à conceptualiser. Voilà. Mais bon, parfois ils se couvrent, c'est ça le problème. Non, mais après, le système a des défauts. Le CSM, il faut le rappeler quand même. 0,1% de mémoire de sanctions des juges. Et c'est jamais une révocation, c'est une petite suspension. Et même ça dépend des fois. Les appels, souvent, ils se couvrent aussi. Mais parce que c'est le Conseil national de la magistrature qui sanctionne et qui élit des magistrats qui eux-mêmes sont... Enfin, vous voyez, mais qui n'est pas composé que de magistrats, il faut le rappeler. Oui, quelques citoyens, effectivement, qui siègent. Bon, après, ce qu'il faudra voir avec ce rapport d'enquête, c'est en effet qu'on désigne des coupables
ça paraît évident et nécessaire, mais il faudra espérer que ce ne seront pas simplement que des boucs émissaires, parce que si on passe à côté du vrai sujet, qui est comment on en arrive là, parce que c'est pas simplement un accident, non, ce type de drame s'est déjà produit, il y a eu d'autres affaires, on pourrait parler de Philippines, on pourrait citer un certain nombre d'autres noms, et malheureusement, l'état d'embolie du système judiciaire fait qu'on en arrive à relâcher. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait de cette affaire ici, enfin pas de cette affaire, de plein d'affaires, on en arrive à relâcher des personnes qui sont détenues de manière provisoire parce qu'on n'a pas respecté les délais de lancement. Donc en fait, des gens qui doivent aller en cour criminelle, en cour d'assises, etc., on les relâche parce que finalement, on n'a pas traité dans les délais. Donc ça veut dire que notre justice, là, est arrivée à bout de quelque chose. Il faut vraiment prendre le problème